Gilles-Éric Serralini, bonjour. Vous êtes professeur de biologie et de toxicologie à l'Université de Caen. Vous êtes co-auteur avec Jérôme Douzelet du livre L'affaire Roundup à la lumière des Monsanto Papers. Et vous êtes également l'auteur de l'étude Toxic Compounds in Herbicides Without Glyphosate, qui est à l'origine de Secrets Toxiques. Récemment, vous avez publié le 1er septembre une étude dans la revue Toxicology Reports sur les perturbateurs endocriniens que vous proposez de renommer perturbateurs endocriniens et nerveux. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthode de cette étude, quelles sont les questions qu'elle pose et les résultats qu'elle apporte? Alors, c'est une méthode extrêmement nouvelle dans le fond parce qu'on a compilé 439 études qui avaient été faites à travers le monde, parmi des milliers qu'on a lues. Ça a été un très long travail qui marque une rupture. Ce que nous avons fait, c'est prendre l'ensemble de la liste des perturbateurs endocriniens qui est reconnue au niveau international et regarder quels sont leurs mécanismes d'action au niveau nerveux. Parce que j'avais le sentiment qu'il s'agissait d'une pièce dont on avait toujours caché une face. Et là, nous avons remarqué que 100% d'entre eux étaient des perturbateurs nerveux. Auparavant, on savait que cela passait par la thyroïde, en tout cas les spécialistes du domaine le disaient souvent, mais là, on s'est rendu compte que seulement 20% passaient directement par la thyroïde ou étaient connus comme tels, et 80% agissaient d'autres manières. En fait, on n'attendait pas ce résultat. On croyait que certains étaient perturbateurs nerveux, oui, c'était connu dans la littérature scientifique, mais pas tous. Alors du coup, il y a 439 études étudiées sur des milliers. Comment est-ce que vous avez sélectionné les études que vous avez étudiées? Alors, on avait un protocole très précis avec des mots-clés sur les meilleures banques de données au monde. Et ce protocole très précis nous a permis de voir avec toute une série de mots-clés, nervous, disruption, mais aussi neurological disorders, etc. On le décrit dans le matériel et méthode de cette grande revue très précisément. Et on a évidemment centré nos études sur l'humain d'abord, mais on s'est rendu compte que cela était connu sur plein d'espèces qui avaient des problèmes et que tous ces perturbateurs hormonaux ou nerveux, ce que beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine disent, y compris des députés européens, des politiques à travers le monde, eh bien, impactaient les neurotransmetteurs, impactaient les nerfs, et qu'ils avaient en fait un rôle très polyvalent dans le corps. Alors donc, vous parlez dans votre étude, vous utilisez une métaphore qui est celle du spam, justement, en parlant d'Internet et de réseaux sociaux. Vous dites que ces perturbateurs agissent en quelque sorte comme du spam, c'est-à-dire comme un petit peu des messages non désirables, non désirés, qu'on recevrait en masse et qui viendraient comme ça brouiller la boîte mail de notre corps ou de notre système nerveux endocrinien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette métaphore du spam? En fait, on a deux systèmes de communication dans le corps. Il faut avoir ça en mémoire, qui nous permettent de tenir debout ou assis. Le système chimique avec les hormones, les messagers chimiques des cellules, et le système électrique avec le système nerveux. Et nous avons remarqué que toutes ces substances étaient pour beaucoup des pesticides, des plastifiants, et qu'en fait, ils se mettaient à enrober nos cellules, les isoler comme un plastifiant, en fait. C'est-à-dire que ces molécules qui entrent en nous, eh bien, jouent le même rôle qu'elles jouent pour l'industrie. Par exemple, isoler un sandwich dans une boulangerie avec des plastifiants, des produits à base de bisphénol A qui servaient aussi de plastifiants pour les tickets de caisse et qui servent toujours dans la plupart des pays du monde. Mais ces produits, en fait, ils vont jouer un rôle extrêmement isolant, extrêmement toxique. C'est comparable à des spams, c'est-à-dire des messages erratiques, un peu comme du sable dans un moteur. C'est pour ça que, comme un ordinateur est bloqué petit à petit par des spams, il va ralentir, il va ramer, on va ne plus pouvoir travailler avec les logiciels les plus utilisés. Eh bien, nos grandes fonctions, petit à petit, s'abîment. Donc, la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de spécificité dans ces polluants. Ce sont tous des produits à base de pétrole et de plastique ou de métaux lourds qui, en fait, vont interférer avec les messages de nos cellules. Où est-ce qu'on trouve les produits, donc les 176 molécules que vous avez étudiées? Dans quel type de produits est-ce qu'on va les trouver?
et quelles sont les conséquences sur la santé des effets que vous décrivez dans votre étude? En fait, malheureusement, on les trouve partout. S'ils ont été reconnus perturbateurs endocriniens, la liste en est déjà écourtée par les Nations Unies, l'OMS, tout simplement parce que, en fait, il y en a des centaines qui ont été produites par les industriels et qui ne sont pas forcément bien connues ou déclarées. Ce sont soit des résidus de fabrication, soit des procédés, des molécules dans les procédés de fabrication. Alors, vous avez tous les plastifiants, le bisphénol A, vous avez les phtalates, vous avez les PCB, qui sont les polychlorobiphényles, qui sont partout dans les fils électriques. Mais vous avez aussi beaucoup, la plupart des pesticides les plus utilisés dans le monde. On va les trouver donc à la fois dans l'air, dans l'eau et dans la chaîne alimentaire. C'est comme, si vous voulez, il y a un océan de plastique au large d'Hawaï qui est 6 à 8 fois grand comme la France. Eh bien, cet océan de plastique arrive petit à petit de manière infinitésimale dans l'ensemble de nos cellules et de manière moléculaire en somme. Et donc, les conséquences sur la santé, à force de bioaccumulation de ces produits, elles peuvent être de quelle nature? Alors, on a des évidences aujourd'hui pour les gens qui ont travaillé sur ces produits à long terme contaminant les animaux. Ce sont des cancers, des maladies nerveuses, des maladies hormonales, des maladies qui favorisent la baisse de l'immunité, qui sont toutes les maladies chroniques de civilisation qu'on va traiter de manière chronique en fait, et qui ne sont pas des maladies bactériennes ou virales, dont les médecins ne connaissent pas vraiment l'origine, mais qui, on dit que c'est lié au mode de vie, au sport, à la pollution, très peu. Mais enfin, c'est en fait des produits qui arrivent de partout dans notre corps par l'alimentation industrielle et aussi par les gaz de voiture, les gaz d'échappement, par exemple. Et donc, pour prendre un exemple d'un produit, vous avez vous avez pris la liste donc des 176 molécules de perturbateurs endocriniens qui étaient reconnus par l'ONU, et vous avez ajouté un produit qui est le Roundup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Oui, j'aurais pu en rajouter beaucoup plus, étant donné qu'il y en a près d'une centaine qui ont été démontrés en plus comme perturbateurs endocriniens, et encore, les chercheurs ne travaillent pas surtout, par exemple, les nanoparticules. C'est très difficile d'avoir un modèle aujourd'hui pour étudier les effets des nanoparticules de métal sur la santé. Alors, le Roundup, c'est parce que c'est le principal pesticide du monde, parce qu'il a été trouvé comme omniprésent dans l'urine des gens, ou presque, dans le sang, et récemment, on l'a mis en évidence dans les cheveux d'une nouvelle étude qui va bientôt sortir. Donc, ce produit, nous avons aussi une expérience de 20 ans sur l'étude des composants de ce produit, et nous l'avons rajouté pour cette raison, parce que tout le débat porte sur le glyphosate au niveau international. Il est en renouvellement ou pas en Europe, et on prend très peu en compte les vrais produits. Donc c'est pour ça que nous l'avons rajouté, et nous avons pris les effets du mélange, comme le met en évidence Secret Toxique aujourd'hui, et c'était très important pour nous de faire le lien avec l'ensemble de nos études et l'ensemble du corpus de connaissances connues. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que vous prenez 176 molécules qui sont reconnues comme perturbateurs endocriniens, mais que ces molécules, elles sont souvent présentes concomitamment ensemble dans des produits qui sont sur le marché en vente libre dans divers produits. Et donc l'effet perturbateur, que ce soit nerveux ou endocrinien, de ces molécules individuelles se mélangent, et est-ce qu'il est plus important du coup quand ces molécules sont mélangées? Bien sûr, on a montré qu'il était jusqu'à 1000 fois plus important dans des publications précédentes. Et ça vient en fait d'un petit handicap de la comprenette, comme je dis, de la science, c'est-à-dire qu'on a une vision un peu monolithique, un peu comme pour les bactéries ou les virus, où telle bactérie donne telle maladie, tel virus donne telle autre, et on parle peu des effets des mélanges. Mais c'est normal pour les bactéries ou les virus parce qu'ils se multiplient et ils ont des effets sur des organes précis. Tandis que pour les polluants, en fait, ils ne se multiplient pas, ils s'accumulent lentement, et ils ont des effets qui sont beaucoup plus pléiotropiques, comme on dit, c'est-à-dire généraux sur l'organisme, partout où ils peuvent entrer. Ils sont des millions de fois plus petits, et ils vont s'accumuler comme du sable dans un moteur. Donc,
il est peu pertinent de dire ah ben tel est introduit dans le sein, donc il va favoriser le cancer du sein, tel autre dans la maladie d'Alzheimer, etc. Tout simplement parce que nous sommes toujours exposés à des mélanges. Et ce que nous avons remarqué, c'est que le bidon qui est vendu aux agriculteurs est beaucoup plus toxique que le néonicotinoïde tout seul. Mais la réglementation, pour des lacunes que Secret Toxique met en évidence, eh bien, elle ne prend pas en compte les effets des produits en mélange, déjà à un niveau commercial, puis après, quand on est dans le vrai environnement, eh bien, ces polluants sont partout. Sur cette étude, quelle est l'information nouvelle qui va être apportée dans le cadre de la campagne Secret Toxique? Donc, ce qui est nouveau, c'est que tous ces produits agissent sur les cancers, mais pas seulement, que tous ces produits agissent sur les maladies nerveuses qui, en fait, empoisonnent notre société. Ça va de la dépression à la bipolarité, en passant par les maladies de neurodégénérescence chronique ou les problèmes, par exemple, de dysfonctionnement du système nerveux en général, et ça peut empoisonner une vie. Et ce que nous montrons, c'est qu'il y a des perturbations qui sont omniprésentes et peu spécifiques. Donc, il ne s'agit plus que le régulateur ou le ministre fasse chercher, comme quand un politicien va aux Antilles en disant on va faire une nouvelle étude sur la chlordécone. En fait, il s'agit simplement de demander aux industriels ce qu'ils avaient mis avec la chlordécone et quelles études ils ont fait. Et par ce biais, on va montrer en fait l'obsolescence des méthodes d'évaluation d'aujourd'hui. On va pouvoir se rendre compte de l'irrationalité de l'évaluation du système industriel d'aujourd'hui. Et donc, cela va créer une nouvelle vague, j'espère, chez les jeunes et chez les moins jeunes pour taper du poing de la table et dire ça suffit, cette société, la rentabilité d'un produit ne prend pas en compte aujourd'hui les effets sur l'environnement et la santé. C'est d'un ridicule atroce parce que ça crée des crimes, des maladies, et donc on doit changer absolument le système, et l'État doit faire que basse en arrêtant de finalement favoriser ce que font les industriels comme laxisme. Très bien. Eh ben, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Vous pourrez retrouver le lien de l'étude dans la description de la vidéo, et on vous invite à vous rendre sur le site de Secret Toxique pour signer la pétition de la campagne et vous tenir informé des avancées de celle-ci. Merci Gilles-Éric Serralini.